Alors, tac, tac, tac. Bonjour Marjorie, on n'a pas encore commencé, hein. On attend encore un peu que tout le monde se connecte. Alors, bonjour Romain. Je vais tout fermer. Alors, c'est midi. Est-ce que tout le monde m'entend? Si vous pouvez m'écrire dans le chat, ce serait top. Comme ça, je saurai si vous m'entendez. Déborah, oui. Top. Ok. Donc, j'imagine que vous me voyez également si vous m'entendez. Ok, on va attendre encore 2 minutes au cas où il y ait des retardataires et puis après, on y va. Oups, pardon. Ok. Bon, bah, c'est parti. C'est parti. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Aude Chevalier. Donc, je suis basée à Tenerife. Et donc, je m'occupe des Canaries avec mes collègues. Et donc, aujourd'hui, on va vous faire un tour de l'immobilier aux Canaries. D'accord, donc on va voir plusieurs petits points. D'abord, on va regarder un petit peu des infos sur les Canaries, aussi quelle est l'activité, pourquoi est-ce que c'est si attractif les Canaries. On va regarder un petit peu les prix par zone, etc., voir comment ça varie, les zones d'intérêt, bien sûr. On va passer quelques biens et à la fin, on fera des questions. D'accord, donc si vous avez des questions, vous pouvez les noter là, je les réviserai à la fin. Si je peux y répondre sur le moment, je le ferai. Mais sinon, on garde tout ça pour la fin. OK? Bon, on démarre. Alors, introduction. Donc, les Canaries, c'est vrai que par rapport au reste de l'Espagne, c'est une région qui est un petit peu particulière parce que c'est une terre conquise. Il y avait un peuple à la base qui s'appelait les Guanches qui ont été malheureusement plus que massacrés.
Donc, il ne reste plus vraiment de vrais canariens. Enfin, les canariens qu'on a aujourd'hui, ce n'est que depuis quelques générations. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Canaries, en fait, ce sont les îles, les ports d'attache, en fait, qui étaient utilisés pour les traverser vers l'Amérique. Donc, Christophe Colomb, on a bien profité. Lui s'était arrêté la toute première fois à La Gomera. Il y a énormément d'échanges avec l'Amérique latine, plus que proportionnellement, bien sûr que le reste de l'Espagne, tout simplement parce que c'était un endroit où s'arrêter sur la route. Il faut savoir que les Canariens aiment beaucoup faire la fête. Alors, les événements les plus connus, bien sûr, c'est le carnaval de Santa Cruz. Il y a aussi le carnaval de Gran Canaria, mais le carnaval de Santa Cruz, c'est quand même le deuxième plus grand carnaval au monde. C'est 3 semaines de folie dans Santa Cruz de Tenerife. Mais il y a aussi beaucoup d'autres fêtes comme le festival d'Agaïté, le fête de la fleur des amandiers, quand les amandiers sont en fleurs, c'est magnifique. Très bon moment. Donc voilà, donc c'est vraiment un endroit où il fait bon vivre et où il y a plein d'activités en extérieur, bien évidemment, puisqu'il fait toujours beau. Comme vous pouvez le voir, j'ai à moitié le soleil dans le visage. Il ne faut pas croire, en fait, alors l'avantage des Canaries aussi, c'est que ça reste l'Europe. Donc, on a encore des hôpitaux, il y a des universités. La plus grosse, c'est celle de La Laguna à Tenerife. Il y en a aussi une grosse à Gran Canaria. Il y a des infrastructures culturelles et aussi des infrastructures médicales, ce qui peut être rassurant. Si jamais il y a un problème, c'est vrai qu'on est quand même à peu près 1400 km de la péninsule. Donc, quand je dis la péninsule, c'est du reste de l'Espagne. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas juste à côté, donc il ne faut pas s'inquiéter, il y a ce qu'il faut sur place. 33 volcans, des volcans actifs. On a pu le voir avec La Palma l'année dernière, quand même, qui a duré une éruption qui a duré 3 mois. En fait, il y a énormément de bouches qu'on voit un petit peu partout, surtout si vous pensez à Lanzarote, c'est vraiment un paysage très particulier de par toutes ces bouches de volcans et cette terre très volcanique. Les îles les plus peuplées sont bien évidemment celles qui ont des connexions directes avec le reste de l'Europe. Je pense notamment à El Hierro ou La Gomera et La Palma, qui sont des îles où en fait il faut passer par Tenerife pour pouvoir s'y rendre. Bien qu'ils parlent de plus en plus de faire des lignes directes sur ces îles-là. Du coup, ça reste des îles qui sont moins peuplées. Et bien sûr, pour finir, les îles Canaries sont connues comme le pays du printemps éternel, où il fait beau toute l'année, il fait chaud toute l'année. Il y a des zones plus chaudes ou plus froides, il y a des climats très différents, mais on reste toujours sur une température très stable dans les au minimum dans les 14 degrés sur les zones les plus froides l'hiver, dans le nord. Et sinon, on est vraiment à 22. Là, aujourd'hui, il doit faire 25, je crois. Je n'ai pas regardé le thermomètre, mais en fait, on ne regarde plus le thermomètre parce qu'on sait qu'il fait chaud. Il faut savoir aussi que le soleil, il y a une différence entre la température et le ressenti, parce que le soleil est assez puissant, on est quand même plus proche de l'équateur. Donc, il faut faire attention et bien se mettre des crèmes, mais ce qu'on voit sur la météo n'est pas forcément le ressenti qu'on a quand on est là-bas. D'accord ? Alors, pourquoi les Canaries ? Qu'est-ce qui fait que les Canaries est une archipel attractive ? Le premier, je viens de le dire, c'est le temps. C'est vrai que par rapport au reste de l'Espagne, la forte saison des Canaries, la forte saison touristique, c'est l'hiver, bien qu'il y ait des touristes vraiment toute l'année. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il fait beau tout le temps. On est seulement à 4 heures du reste de l'Europe, donc c'est vraiment pratique. Deuxièmement, la TVA. Alors, comme c'est une archipel, on a la chance de ne pas avoir l'IVA de la péninsule qui est à 21%, mais plutôt à 7%, ce qui permet sur certains produits de réduire du coup par rapport aux frais d'importation forcément, mais aussi d'une manière générale, du coup c'est beaucoup moins cher
que sur le reste. En fait, le coût de la vie est moins cher sur les îles que sur la péninsule, ce qui est assez surprenant parce que ce sont des îles, mais non, c'est bien dans ce sens-là. Les impôts sur les sociétés sont très attractifs à 4% au lieu de entre 25 et 30% sur le reste de l'Espagne. C'est tout simplement fait pour développer les industries aux Canaries. Et bien évidemment, comme il y a le soleil toute l'année et qu'on a à la fois la montagne, la mer, il y a énormément d'activités touristiques et culturelles. Les sports en tout genre, que ce soit le kitesurf, le surf, le karting, il y a vraiment de tout, le VTT, le vélo, enfin, on peut vraiment tout faire. On peut pas faire de ski. Ils ont pensé à un moment à mettre une station de ski sur le TID, mais finalement ça s'est pas fait. Mais on a vraiment de quoi s'occuper toute l'année. Pardon, c'est vraiment, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Et alors, j'ai eu dernièrement des informations assez diverses là-dessus, mais normalement, on devrait avoir un circuit de Formule 1 qui se construirait juste au-dessus de l'aéroport sud à Tenerife. Ça reste, alors c'est pas un circuit Formule 1 où on ferait les courses, mais ce serait plutôt un circuit d'entraînement. Donc il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, mais normalement, le projet devrait se faire normalement. Alors, bien évidemment, comme je le disais avant, comme il fait beau toute l'année, la plupart des clients qu'on a, des gens qui recherchent à acheter aux Canaries, il y en a qui veulent venir vivre ici, mais vraiment, le focus numéro 1 des gens, c'est la location touristique. Mais tout simplement parce qu'on a énormément de touristes sur les îles. 14 millions, je ne sais pas si on peut se donner une image, il y a 2 millions d'habitants sur l'ensemble des Canaries, donc 14 millions de visiteurs, c'est énorme. Juste sur la saison d'hiver 2022-2023, on devra avoir plus 1,3 million. Et d'après les chiffres, en fait, c'est Fuerteventura qui augmente le plus, qui a une croissance supérieure sur le tourisme, donc avec plus 47% de touristes sur l'année, c'est énorme, c'est juste énorme. Alors, historiquement, il y a beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Allemands, beaucoup des gens des pays du nord, en fait, de l'Europe. C'est principalement le genre de touristes qu'on va avoir. Ensuite, l'été, on a beaucoup aussi d'Espagnols qui fuient les chaleurs de la péninsule, en fait. Donc, ils viennent aussi rechercher la fraîcheur aux Canaries, parce que c'est vrai qu'on a toujours un petit air de mer, c'est une île. Hein. Et ensuite, on est en train de se développer également parce qu'il y a une nouvelle ligne New York, Grand Canarie, pardon, qui vient d'être ouverte. Et apparemment, il y a un petit peu de lobbying de la part des gens du tourisme des Canaries pour qu'on ait plus de liaisons avec les US. Donc, autant dire que c'est pas prêt de s'arrêter et qu'on va continuer à avoir énormément de touristes. Alors, la location touristique, donc quand on parle de location touristique, c'est moins de 30 jours. Donc, pour ça, il faut avoir une licence. Donc, pour obtenir cette licence, il y a 2 demandes à faire, une à la mairie et une auprès de la police. Il faut savoir que cette démarche, elle est gratuite. Par contre, vous n'avez pas la garantie d'avoir la licence. En particulier, plus la zone est touristique, en fait, plus il y a d'hôtels sur la zone, moins vous avez de chances d'avoir la licence. Et les zones vraiment là où il y a la plus forte concentration, comme Maspalomas pour Grand Canarie ou Adeje pour Tenerife, on sait que, à moins que l'appartement n'ait pas déjà la licence, c'est très, très, très compliqué de l'avoir. Ce qu'il faut faire attention également aussi, bien sûr, et nous, on le fait quand on fait des recherches pour nos clients, c'est on fait des vérifications auprès également des copropriétés externes. D'accord ? Et effectivement, donc depuis le Covid, en fait, c'est vrai que quand même l'archipel a été touché au tout début, parce qu'il n'y a eu qu'un seul confinement ici.
par le Covid. Et depuis, le gouvernement essaie de diversifier un maximum l'industrie. Donc, ils essayent d'attirer de plus en plus d'entreprises. Alors, au niveau des prix, alors il faut savoir que ici, les communes sont taillées d'une manière que c'est difficile quand même d'avoir des prix qui soient vraiment représentatifs de la réalité. Parce que quand vous avez une commune qui commence à 1000 mètres d'altitude et qui descend jusqu'au bord de la mer, bah, les données qu'on va avoir sur les différentes statistiques, en fait, vont pas vraiment être représentatives de la réalité. Donc, il faut toujours faire attention entre, quand on voit une donnée, ça dépend, ce sont des moyennes et vraiment, selon là où vous êtes, selon l'altitude, généralement, le prix peut varier énormément. Je parle particulièrement pour Gran Canaria et pour Tenerife. C'est sûr que Fuerteventura et Lanzarote, qui sont plus plates, on a moins ce souci. Alors, pour vous donner une idée, sur la province de Santa Cruz de Tenerife, on est bien sur les 4 îles, donc El Hierro, La Palma, La Gomera et Tenerife. On a, alors le prix le plus bas, c'est El Tanque, où on est à 931 du mètre carré, euros du mètre carré. En moyenne, sur toute cette partie-là de la province, on est à 2104 du mètre carré. Et sur les parties les plus hautes, donc Adeje notamment, qui est la partie touristique de Tenerife, où on est à 3139 du mètre carré. Alors ça, encore une fois, c'est une moyenne, parce que si vous êtes vraiment proche de la mer, vous serez plutôt aux alentours de 4000 euros du mètre carré, voire plus. Si c'est un bien rare, s'il a la vue de mer, etc., etc. Il faut savoir qu'on est en compétition sur ces zones-là avec les hôtels qui, eux, forcément, ont énormément de fonds. Et alors, comme vous pouvez le voir, parce que c'est écrit, les prix sont en constante augmentation. On est vraiment sur une moyenne à 7,8% sur l'année. Et sur les zones les plus demandées, on arrive à 15,6% d'augmentation sur les prix, ce qui est quand même assez significatif. Il y a peu de biens sur le marché. Les biens partent très vite. Il faut être très réactif, en fait. Parce que si le bien a plus d'un mois, il y a beaucoup de chances qu'il soit déjà vendu ou qu'il ne soit pas au prix. Donc, dans ce cas-là, il est moins intéressant. Donc, il faut vraiment... si vous êtes prêt à acheter, il faut vraiment être très, 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 très réactif pour le faire. Et bien se préparer en amont pour justement ne pas avoir de surprise, de ne pas pouvoir réserver le bien ou des choses comme ça. On retrouve la même chose sur Las Palmas, sur la province de Las Palmas. Alors, les noms sont un peu... on peut se confondre assez facilement. En fait, Las Palmas, c'est une région, mais c'est aussi Las Palmas de Gran Canaria qui est la capitale de Gran Canaria. Donc, quand je parle de Las Palmas, ça comprend les 4 îles, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerte et La Graciosa, qui a été récemment reconsidérée non plus comme un îlot, mais comme une île. Alors, on retrouve la même chose que sur la province de Santa Cruz de Tenerife, c'est-à-dire que les prix... donc, il y a encore cette idée du vertical, mais du vertical par rapport à l'altitude du bien, où est-ce que vous vous trouvez, et on a la même notion des communes verticales, en particulier sur Gran Canaria. Donc, on est sur un prix plus bas vers Moya à 1065 euros du mètre carré, 2031 euros en moyenne. Et sur les prix les plus bas, donc San Bartolomé de Tirajana, c'est le sud, donc là où il y a Maspalomas, c'est le sud de Gran Canaria, où encore une fois, San Bartolomé, c'est une commune qui est très très grande, donc c'est vrai qu'en moyenne, on est à 3213 euros du mètre carré, mais si vous allez plus proche, vous vous retrouvez pareil sur du 4000, entre 4000 et 4005 euros du mètre carré, selon ce que c'est. L'augmentation est moins forte sur Gran Canaria, des prix, simplement parce que les prix étaient déjà plus élevés qu'à Tenerife, parce que historiquement, ça s'est fait comme ça. Donc, du coup, l'augmentation d'année en année est moindre, à plus 5,9 sur un an. Mais bon, voilà.
pour les parties les plus demandées et 7% en moyenne. À savoir que Fuerteventura et Lanzarote ont des prix qui sont… Alors, Lanzarote a des prix qui sont plus hauts que Fuerteventura. Si vraiment pour les petits budgets, nous on a tendance à dire de choisir Fuerteventura parce qu'on a beaucoup de prestations sur Fuerteventura et les prix sont quand même plus bas que sur les autres îles, donc c'est pratique. Et Lanzarote est resté assez cher parce que en fait, il y a eu beaucoup de politiques de préservation de l'île qui fait que du coup, il y a peu de construction et en plus, le type de construction est assez regardé. Alors, les zones d'intérêt. Donc, en fait, on se concentre sur 4 îles différentes parce que c'est là où on a le plus de demandes, en fait. Donc, on va voir Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote et Gran Canaria. Donc, Tenerife, c'est l'île la plus grande. C'est aussi le point le plus haut d'Espagne, avec le TID à 3718 mètres d'altitude. Donc, c'est vrai qu'on passe quand même du niveau 0 à 3718 mètres. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a une typographie qui est quand même très, 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 très montagneuse. C'est un des plus gros volcans au monde, donc le 3e. Et on a vraiment… Alors, comme il y a cette montagne, en fait, qui est au milieu de l'île, en fait, c'est là où se bloquent les nuages qui viennent de l'Atlantique. Donc, du coup, il y a un contraste qui est énorme entre le nord et le sud. Le sud est très désertique, alors que le nord est très, très vert. Et qui dit vert, forcément, plus de pluie. Qui dit plus de pluie, plus froid. Donc, en fait, dans le nord, il faut vraiment, pour ceux qui recherchent le soleil, il faut vraiment rester très, très, très proche de la côte pour ne pas être dans les nuages. Parce que si vous êtes au-dessus de 350-400 mètres d'altitude, en fait, vous passez l'hiver dans les nuages et c'est quand même dommage. Le sud est la partie la plus développée d'un point de vue touristique. C'est aussi là où il y a toutes les activités, les parcs d'attractions, etc., etc. Vous avez également quand même des paysages qui sont magnifiques avec la vue sur la Gomera notamment, qui est assez sympathique. Donc 2104 € du mètre carré, on l'a déjà vu avant, en moyenne sur Tenerife. On a beaucoup de demandes sur Tenerife. Ensuite, donc Gran Canaria, aussi une des îles où on a beaucoup de demandes. Donc sur Gran Canaria, on a le même contraste que sur Tenerife, sauf que Gran Canaria, en fait, le point le plus haut, il est plus bas, il me semble à 1200 mètres. Donc du coup, ça le fait sur une plus petite partie. Et aussi, la forme de l'île fait que la partie qui est plus verte est quand même plus petite. Ça se voit bien sur la carte, là, si vous regardez, on voit bien que la partie verte est vraiment sur la partie nord. À savoir aussi qu'il y a toute la partie est de l'île qui n'est pas très développée d'un point de vue prix. En fait, ça reste très peu cher. Mais pourquoi? Parce que l'accessibilité, et c'est très difficile d'y aller. En fait, l'aéroport qui est sur l'est de l'île, en fait, si vous partez de l'aéroport pour aller vers l'ouest, sur la zone de Molino de Viento, etc., vous allez prendre beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas d'autoroute encore, il n'y a pas de… Et les routes sont vraiment très sinueuses et dangereuses d'ailleurs. Et donc voilà, donc cette partie-là n'est pas très, 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 très développée, bien que ce soit très, très joli et qu'il y ait justement des projets de développement de cette partie-là, des infrastructures routières sur cette partie-là de l'île. Donc les points les plus attractifs sur Gran Canaria, bien sûr, le sud, Maspalomas, avec Playa del Ingles, Puerto Morgan, etc., qui sont très, très jolis. Il y a les dunes, bien évidemment, de Gran Canaria. Et la capitale aussi. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de demande pour les autres capitales, mais Las Palmas de Gran Canaria est quand même une capitale qui est très, très sympathique parce qu'il y a 2 plages. Et il y a toutes les infrastructures et ça fait une ambiance de petite ville sur l'île, donc c'est quand même très sympathique. Et la photo que vous voyez là, c'est celle de Puerto Morgan. Lanzarote. Alors Lanzarote, elle est assez particulière parce qu'elle a le sol noir. C'est une île qui pour moi est magique. C'est des paysages qu'on retrouve vraiment nulle part, entre les vignes qui sont dans des creux pour pouvoir garder l'humidité.
la continuité les volcans qui s'enchaînent à gauche et à droite. C'est vraiment une île très, très particulière. Mais donc, c'est une des plus anciennes îles. En fait, plus on se rapproche de l'Afrique, plus les îles sont anciennes. Donc, plus elles ont été, bien sûr, touchées par l'érosion, etc. Donc, plus elles sont plates. Donc, Lanzarote, le point maximum, l'altitude maximum, c'est 674 mètres d'altitude. Comme je le disais avant, il y a une grosse politique de protection de l'île. Donc, c'est vrai que les zones qui sont développées, donc en ce moment, il y a Playa Blanca, donc le sud, où il y a beaucoup de constructions neuves. Oui, beaucoup de constructions neuves. Donc, il y a cette partie-là. Il y a aussi Costa Teguise, qui a pas mal de constructions neuves ou récentes. Voilà, c'est ça que je cherchais, ou récentes. Et vraiment, là-bas, on peut... L'avantage de Lanzarote, et on le retrouve aussi sur Fuerteventura, c'est qu'on est à 10 minutes de tout. L'île est petite, donc on peut aussi rentrer dans les terres un petit peu si on veut un petit peu s'isoler, parce que en 10 minutes, on retrouve la mer. C'est vraiment très pratique. Et c'est bien sûr l'île de César Manrique et de son architecture très spécifique. Vous pouvez aller visiter le musée, etc. Donc, on est à 3 670 € du mètre carré en moyenne sur l'île, avec une augmentation de 7,6%. Fuerteventura, donc c'est vraiment Fuerteventura, c'est l'île des plages de sable qui n'en finissent pas. Ce qui est assez particulier aux Canaries, parce qu'en fait, comme c'est très montagneux, Fuerteventura est vraiment la seule île qui offre ça. Les autres plages sont plus des baies, etc. Donc, elles sont beaucoup plus petites. Et c'est vrai que ce qu'offre Fuerteventura est vraiment sympathique. Avec une altitude maximum donc, de 807 mètres. Donc les eaux turquoises, les dunes dans le nord de l'île. Et comme on le disait tout à l'heure, plus 47% sur un an, elle est à la tête de la croissance du tourisme. Et l'avantage de Fuerteventura, c'est que ça reste encore abordable. On trouve vraiment des biens aux alentours des 100 000, même voire un peu moins de 100 000, alors que sur les autres îles, c'est très compliqué quand on a ce budget-là. Donc, on en est à 1 364 € du mètre carré, avec une augmentation de 7,5% sur un an. Ok. Alors, je voulais vous présenter quelques biens qu'on a sélectionnés pour que vous donniez un petit peu une idée de ce qu'on peut acheter sur les îles. Alors, on va commencer avec un appartement. Alors, cet appartement-là, il fait 45 mètres carrés. C'est un appartement d'une chambre avec une terrasse splendide qui fait 18 mètres carrés et qui donne une vue panoramique à 180 degrés. C'est vraiment sympa. Et qui, en plus de ça, est orienté sud. Donc, du coup, on a vraiment le soleil du matin jusqu'au soir. Donc, la communauté a accès à une gym, il y a une piscine, il y a un sauna dans la communauté. La particularité de cet appartement-là aussi, c'est que c'était anciennement un appart-hôtel. Donc, la licence touristique, on peut l'obtenir très, très facilement parce que le bien a été enregistré comme un appartement-hôtel. On a réussi à l'avoir pour notre client à 180 000 €. Ça a été très compliqué, sachant que depuis, donc ça c'était il y a 2 semaines, depuis il y a des nouveaux biens qui sont sortis dans la même résidence et ils sont à 195, voire il y en a même un à 200 000 €. Donc voilà. Donc cet appartement, là vous pouvez voir donc la terrasse en haut à gauche, la vue en bas et à droite le salon. Donc très moderne. Le locataire qui habitait dedans était un décorateur, donc c'est vrai qu'il s'était assez amusé. Donc ça, c'est une première idée. Donc 180 000, il faut se dire qu'avec un budget d'environ 200 000, on peut accéder dans le sud de Tenerife à une chambre. C'est beaucoup plus compliqué de trouver un 2 chambres. Ce client voulait un deuxième, mais finalement, il a opté pour le canapé-lit dans le salon, parce que, il y en a beaucoup moins, puisque les appartements ont été faits pour le tourisme. Donc, comme ils ont été faits pour le tourisme, il y a très peu de 2 chambres ou de 3 chambres.
Et donc, du coup, ces biens-là sont plus chers que les autres. Le deuxième bien qu'on voulait vous présenter, il est à Lanzarote. C'est une maison qui a été construite il y a 4 ans, qui comporte 3 chambres, 3 salles de bain, sur une parcelle de 1100 mètres carrés avec une piscine privée, une piscine de la maison. Donc, on se retrouve avec un prix à 3 663 € du mètre carré. Donc, vous pouvez voir par vous-même. En fait, la particularité de cette maison, c'est que la façon dont le propriétaire l'a construit et qu'il y a un appartement d'une chambre, en fait, donc qu'il loue actuellement en touristique. Et d'ailleurs, toute la maison a la licence pour louer en location touristique. Donc, du coup, lui vivait dans la partie la plus grande et il louait une partie. Donc, vous avez un jacuzzi, vous avez une piscine, des très grandes terrasses. Et on retrouve tout de suite la pierre noire, vraiment, qu'on retrouve partout. Et le contraste avec le blanc qu'on retrouve beaucoup à Lanzarote. Alors, un autre bien qui est cette fois-ci sur Fuerteventura. Alors, la particularité de ce bien, c'est qu'il a été acheté en neuf. Donc, les clients l'ont acheté en surplan. Et tout s'est bien passé. L'appartement a été construit et on devrait signer normalement mi-décembre. Donc, les clients sont très contents. Donc, c'est vrai que le neuf, alors il faut faire très attention au neuf parce que, il faut vraiment vérifier les constructeurs. Nous, c'est une partie du travail qu'on a vraiment voulu faire avec ce client-là parce que on est quand même sur les Canaries et sur les Canaries, il peut y avoir des personnes mal intentionnées. Donc, quand on achète dans le neuf, il faut bien faire les vérifications de l'entreprise qui construit le bien. Aussi, après, forcément, post-Covid, faut faire attention au retard, etc. Mais cet appartement-là, donc c'est un appartement de 64 mètres carrés, d'une chambre, d'une salle de bain, avec un toit de terrasse où en fait le futur propriétaire va installer un jacuzzi et donc il y a une piscine communautaire. Donc là, on se retrouve avec un prix à 2 675 € du mètre carré. Voici quelques photos. Alors forcément, ce sont des photos d'un autre appartement parce que les clients n'ont pas encore les clés malheureusement de leur appartement, mais ça vous donne une idée, donc avec les espaces et la piscine. Vous avez la piscine au centre avec toute la résidence qui contourne, c'est très vert. Et on retrouve encore une fois le blanc et le noir, cette fois-ci sur Fuerteventura, mais qui est quand même assez typique des Canaries. Alors, bien sûr, tout au long de ce webinaire, je vous parle de ce qu'on fait, etc. Donc, nous, on est des chasseurs immobiliers, en fait. Donc, on accompagne nos clients vraiment à 360 degrés. On fait vraiment tout pour qu'ils puissent trouver le bien qui correspond à leurs critères. Donc, on les accompagne. Alors, d'abord, on fait quand même une estimation de voir si le projet est viable ou pas. Est-ce qu'il peut se faire? Est-ce que les critères correspondent au marché? Est-ce que la financiation passerait, etc. Donc, on fait d'abord un premier échange par rapport à ça. Et ensuite, on sélectionne des biens, on fait des prévisites vidéo. Et donc, pour que les clients puissent sélectionner les biens qu'ils préfèrent. Et une fois qu'ils ont sélectionné un bien, eh bien, soit ils viennent sur place, soit, et il y en a beaucoup, surtout pour les Canaries, j'ai l'impression, parce que il n'y a pas des vols tous les jours, forcément. Selon où on se trouve, c'est pas forcément facile de se libérer. Donc, du coup, on fait pas mal quand même de réservations à distance. Donc, bien sûr, pour ça, nous, on vous accompagne d'un point de vue juridique et administratif. Donc, on vous aide à être prêt pour la vente, pour l'achat, pardon. Et donc, voilà. Donc, nous, on est effectivement votre interlocuteur unique, c'est-à-dire qu'on va s'occuper, la personne qui vous prend en charge au moment
où vous démarrez vos recherches, en fait, sera aussi la dernière personne qui va vous accompagner chez le notaire et même qui fera les démarches administratives suite à l'achat de l'appartement ou du bien que vous avez sélectionné. Voilà, donc si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a des points que vous voudriez approfondir, si c'était clair, s'il y a des choses que je n'ai pas vues, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout voir. Les Canaries, c'est complexe, il y a beaucoup d'îles. Donc, allez-y, je vous écoute. Alors, je vois que Michael est en train de poser une question. Alors, je suis intéressée pour un achat de biens sur Tenerife, mais j'ai vu qu'il y a quelques soucis au niveau des licences touristiques. Quelle commune vous conseillez dans le sud? Alors, donc vous avez l'option, donc dans le sud, vous avez l'option, soit vous vous dirigez plus vers les communes où il y a moins d'hôtels, donc Santiago del Teide, par exemple, ou plus vers Granadilla de Abona, où il y a, voilà, donc soit vous allez, en gros, pas la zone centrale Costa de Arona, c'est-à-dire Las Américas, Los Cristianos, etc., mais plutôt les communes alentours. Ou sinon, vous pouvez trouver, comme l'appartement que j'ai présenté tout à l'heure, vous pouvez trouver dans cette zone-là, mais dans ces cas-là, il faut faire attention à bien choisir le bien. En fait, il y a des astuces pour trouver, comme l'appartement-là. On a trouvé un immeuble, en fait, même si l'appartement n'avait pas déjà la licence, on a trouvé un immeuble où la licence est facile à obtenir parce que c'est déjà un appart-hôtel. Donc, il y a des petites... en fait, vous pouvez chercher sur toute la zone sud, seulement il faut faire attention sur la zone de Alegre et Arona. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Alors, quel délai faut-il entre l'offre et la signature? Est-ce que, comme en France, un délai de 3 mois? Alors, cela dépend. Le délai entre l'offre et la signature... Alors, attention, il y a l'offre, une offre. Donc, je fais une offre avec un prix. Après, il y a le compromis de vente et après, il y a la signature. Alors, aux Canaries, on ne fait pas tout le temps une offre. On passe souvent à une offre orale, où en fait on s'accorde avec le propriétaire sur un prix. Donc c'est oral. Et après, on va directement au compromis de vente. Il arrive aussi qu'on aille directement chez le notaire. Maintenant, en termes de délai, ça va dépendre plus des conditions. C'est-à-dire que ce n'est pas comme en France où on a tout de suite un délai de 3 mois à respecter plus ou moins. Ici, vous pourriez faire une vente d'une semaine à l'autre, en fait. Si l'acheteur est vraiment prêt, par exemple, s'il paye comptant et que le bien, que le vendeur n'a pas besoin de déménager ou quoi que ce soit, ça peut être fait dans la semaine. En fait, sur chaque cas particulier, on négocie, on parle. Effectivement, il est vrai que parfois, dans certaines négociations, le fait que le client soit prêt, enfin l'acheteur soit prêt à attendre ou justement à acheter très rapidement, ça nous aide dans la négociation. Donc ça dépend. Ce n'est pas quelque chose qui est très défini. Alors, merci pour ça. Peut-on avoir la garantie avant l'achat d'avoir la licence touristique en contactant la mairie, par exemple? Est-ce long? Quel est le délai entre la demande et la licence? Que se passe-t-il si j'achète
un bien que je souhaite louer pendant une partie de l'année et que je n'obtiens pas la licence, le risque, y a-t-il des lois en cours à ce sujet? Voilà, c'est le gros doute d'acheter un bien et pas pouvoir le louer durant l'année. Alors, on va découper tout ça. Alors, peut-on avoir la garantie avant l'achat d'avoir la licence touristique? Vous pouvez toujours demander. Maintenant, selon le cas, vous pourriez avoir la réponse assez rapidement, comme vous pouvez attendre des mois. Ça dépend. Il faut insister, ça dépend. Mais potentiellement, je reformule ma réponse. Potentiellement, vous pouvez avoir la réponse et demander en mairie, potentiellement. Mais ce ne sera jamais une réponse sûre. Et quant au délai, ça dépend beaucoup des mairies et il y en a pour lesquelles on n'a jamais de réponse en fait. Et à partir du moment où vous avez fait votre demande et que vous attendez votre réponse, si vous commencez, ils ne peuvent pas vraiment vous sanctionner pour ça parce que vous avez fait les démarches, c'est juste qu'eux ne font pas les leurs. Donc, il y a un petit peu un flou à ce niveau-là. Donc voilà. Que se passe-t-il si vous n'avez pas la licence? Si j'achète un bien que je souhaite louer pendant une partie de l'année et que je n'obtiens pas la licence, alors le risque, il y a des amendes qui peuvent commencer à 30 000 € et qui peuvent aller jusqu'à 300 000 €, il me semble. C'est pas ma spécialité, mais je pense que c'est cette gamme-là. Il y a un risque. En fait, le risque, c'est que vous fassiez dénoncer, tout simplement. Il y a de plus en plus de recherches aussi sur les réseaux sociaux, sur les gens qui louent par Facebook, par exemple. Ils regardent de plus en plus. Alors, des lois en cours à ce sujet, donc oui, il y a des lois. C'est pour ça que l'accompagnement, en fait, est vraiment important parce que on peut vous aider, à trouver le bien et aussi à utiliser nos contacts pour que vous ayez le plus de réponses en amont à l'achat. Quel délai? Ensuite, Sophie. Bonjour Sophie. Alors, pouvez-vous nous dire si l'IBI ou les gastos des basuras sont augmentés lorsque l'on détient une licence touristique? Non. Alors ça, non. L'IBI et les gastos En fait, il y a certaines communautés, quand je dis communauté, pardon, ce sont les syndics des immeubles qui, eux, décident de dire, bon, écoutez, on va accepter de faire de la licence on va accepter les licences touristiques, mais ceux qui font de la location touristique vont devoir payer plus de charges. Donc ça se passe. Par contre, par rapport à l'IBI et la basura, ça ne change rien. Non, parce que c'est fait par rapport à la valeur cadastrale du bien qui ne change pas en fonction de la licence ou pas. Quels sont les tarifs de vos prestations? Alors, j'achète en Espagne. Nous, on facture donc 5% du prix de l'achat du bien plus les taxes, donc les 7% aux acheteurs. Exactement. Donc voilà. Donc ce qu'on fait nous, parce que des acheteurs, vous pouvez vous imaginer qu'on peut en avoir des centaines, sans engagement, parce qu'en fait, on paye les 5% que si on trouve l'appartement. Donc on demande un acompte de 690 € aux acheteurs parce que en fait, on veut un engagement mutuel. Parce que sinon on se retrouverait avec énormément de personnes qui voudraient un bien et on ferait des recherches sans rien. Donc nous on veut un engagement de l'acheteur, c'est-à-dire qu'on demande un acompte de 690 € qui est après déduit bien sûr des 5%. Donc on demande un acompte de 690 € et on dédie vraiment une personne pour vos recherches. Voilà, je crois que du coup, j'ai répondu à toutes vos questions. Est-ce que vous en avez une dernière? Non. Ah, si, il y a Mickaël qui est en train d'écrire. Alors moi, je suis basée sur Tenerife, mais en fait, on se déplace sur les autres îles.
Donc, si vous cherchez sur Tenerife, bah, parfait. Ou si vous... En fait, notre bureau est situé proche de l'aéroport Nord, justement pour cette raison-là, pour qu'on puisse se déplacer très, très facilement. Mais on est basé à Tenerife. Nous venons en avril. Pourrons-nous avoir un rendez-vous à ce moment-là? Tout à fait. Tout à fait. Sans souci. Même avant, on peut parler de votre projet. Ce que je peux faire, c'est que suite à ce webinaire, bien, je peux vous contacter. Comme ça, vous aurez mes coordonnées. Sinon, n'hésitez pas à aller sur le site j'achèteenespagne.com et à remplir un formulaire. Comme ça sera redirigé vers nous. Et on pourra s'occuper de votre projet. OK. Mais oui, je vous contacterai, Marjorie, pour qu'on puisse prendre rendez-vous avec vous en avril. Il n'y a pas de souci. Eh bien, merci à vous. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et puis, on restera en contact si vous êtes prêts à acheter aux Canaries. Ah, il y a Sophie qui est en train de taper. Merci. Merci à vous. À très bientôt.